Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une fois au podcast du Dr Kin. Alors aujourd'hui, il sera question de créatine, de supplémentation en créatine entre autres choses. Alors c'est un supplément qui est vraiment connu, populaire, qui a été étudié. Je pense qu'il y a des centaines et des centaines là, de publications comme telles concernant la créatine. Initialement, là, je vous dirais, ça a peut-être commencé l'intérêt pour la créatine aux alentours des années 70, là, où ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Ça a été utilisé, observé avant ces années-là, mais disons, je pense que ça a vraiment commencé à avoir un suscité un intérêt vers les années 70. Ensuite de ça, je dirais peut-être dans les années 90, là, il y a eu un genre de second souffle pour la créatine et son utilisation. Puis toujours, la dominante qu'on observait au niveau des études, c'était qu'on supplémentait pour les performances sportives. Donc, on voulait vraiment améliorer certaines qualités physiologiques entraînables, donc de façon plus spécifique des éléments associés à la force et à la puissance. Donc, ça a presque toujours été associé à ça. Et c'est beaucoup, dans le fond, ce pourquoi on utilise la créatine dans le domaine du conditionnement physique. Donc, avant de continuer, eh bien, écoutez, c'est toujours en direct, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, utiliser commentaires, chat, faites-moi signe toujours s'il y a des petits pépins au niveau du son ou de l'image, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, commentaires, encore une fois, je vous encourage fortement à interagir, là, ça va me faire plaisir. Alors, donc cette fameuse créatine-là, il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu aussi, moi je me souviens quand ça a commencé vraiment à être plus commercialisé en conditionnement physique, là, je vous dirais dans les années, moi que j'ai vraiment commencé à être exposé à la créatine, ça devait être dans les années 97-98, où vraiment c'était plus populaire. Et puis, salut Johan. Puis là, on a commencé à distribuer ça. Il y avait un intérêt notable. Puis il y avait toute une aura autour qui entourait la créatine. Bon, il y en a qui disaient que c'était pas bon, c'est dangereux. Puis c'est un peu toujours ça qui arrive avec les suppléments nutritionnels. Quand ça arrive sur le marché, là, on a toujours des petites craintes, des appréhensions. Et aussi, il y a tout l'emballement marketing, le hype qui vient avec ça. Et cet emballement marketing-là va souvent amplifier beaucoup les propriétés ou les effets de cette substance-là. Donc, qu'est-ce que ça fait la créatine? Ben, d'abord et avant tout, pour mettre les choses au clair, c'est pas un produit dopant. Donc, c'est pas un produit qui est sur la liste des substances prohibées par l'Agence antidopage mondiale. Donc, c'est une substance qui est tout à fait légale, c'est légitime. C'est pas des anabolisants, c'est pas de nature hormonale. La créatine, c'est un acide aminé non protéique. Donc, c'est un acide aminé qui est formé à partir de la combinaison d'arginine et de glycine, donc deux autres acides aminés. Donc, c'est une molécule relativement simple. Et je pense que c'est dans sa simplicité que réside la beauté de cette petite molécule-là. Alors, la créatine, c'est dans le fond son rôle dans l'organisme, parce qu'on en produit régulièrement une quantité à peu près suffisante pour nos besoins, légèrement en dessous de ce qu'on utilise ou ce qu'on excrète quotidiennement, mais on en produit, on est quand même des producteurs adéquats en créatine, puis on va compléter avec des apports nutritionnels, donc surtout des apports au niveau, par exemple, de la viande, du poisson, qui vont avoir une forte teneur aussi en créatine. Pourquoi les produits d'origine animale? Ben, c'est principalement le muscle d'origine animale qui va avoir une forte teneur en créatine, donc c'est pour ça que le poisson, bœuf, poulet, etc., on va observer une quantité de créatine à l'intérieur parce que ben, c'est du muscle. Donc, ces apports en créatine-là vont se jumeler à notre production qui qui est alimentée par le foie majoritairement, les reins aussi. Et à quoi ça sert la créatine? Qu'est-ce que ça fait? C'est d'abord et avant tout quelque chose qui est très impliqué dans le métabolisme énergétique.
Donc, toutes les contractions musculaires qu'on va faire, une grande quantité aussi d'actions cellulaires qui vont se passer, impliquent une petite molécule qui s'appelle l'ATP, donc de l'adénosine triphosphate. Ça, c'est un petit peu comme la monnaie d'échange métabolique. C'est vraiment l'ATP qui va permettre aux muscles de faire une action musculaire, donc là, tout ce qui est myosine, actine, donc c'est étroitement associé à la présence d'ATP. Lorsqu'il n'y a plus d'ATP, on observe un phénomène qui s'appelle le rigor mortis. Donc, si vous avez déjà un animal de compagnie qui est décédé, ou si vous écoutez à peu près n'importe quelle émission de télé sur des coronaires et compagnie, à un moment donné, on voit un cadavre qui est rigidifié. Donc, un cadavre qui est rigidifié, c'est le rigor mortis, c'est que les muscles sont figés. Donc, c'est qu'il n'y a plus d'ATP en quantité suffisante qui permet aux muscles, dans le fond, d'exercer leur action, de relâcher, de contracter. Donc, bref, l'ATP, c'est super important. Sauf que l'ATP, c'est une molécule qui est super instable puis qu'on ne peut pas accumuler en grande quantité. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des stocks très limités et il y a une utilisation quand même assez importante de l'ATP. Alors, nos systèmes énergétiques sont faits pour renouveler cet ATP-là, puis s'assurer qu'on est capable de maintenir une quantité constante d'ATP. Vous donner un ordre de grandeur. Il y a, en termes de concentration, là, il y a à peu près 3 fois plus de créatine phosphate. Donc, lorsque la créatine est associée à un phosphate dans le muscle, il va y avoir d'ATP. L'ATP, ça reste pas mal constant. Donc, quand vous faites un effort, l'ATP change peu, même si vous l'utilisez beaucoup, parce que la créatine va se jumeler à un phosphate, puis va agir très rapidement pour renouveler les stocks d'ATP. Donc, je sais que quand on sort ça, là, on a l'impression de lire une soupe d'alphabet. Là. Je sais que ça peut paraître complexe, mais c'est super important de comprendre ça parce que le premier travail, puis le travail qu'on a associé à la créatine le plus rapidement, c'est son action de se lier à un phosphate. Et ce phosphate-là va nous permettre de renouveler de l'ATP. Et il y a plein de conséquences à ce renouvellement-là. Donc, lorsque la créatine va agir, ça va nous permettre de maintenir une quantité d'ATP puis d'assurer nos contractions musculaires, mais aussi ça va maintenir le potentiel énergétique de la cellule, ça va maintenir son intégrité pour bien fonctionner. Ça veut dire que ça va assurer une meilleure action musculaire. Et quand on va faire un effort très, très intense de courte durée, bien, on va observer justement qu'il va y avoir une diminution de la créatine phosphate, il va y avoir une augmentation d'autres métabolites, puis on va observer une très faible diminution de l'ATP. Donc, on observe qu'il y a une apparition de fatigue qui est étroitement associée à la capacité de la créatine liée à un phosphate, donc la créatine phosphate, à renouveler les stocks d'ATP. Donc, d'abord et avant tout, et traditionnellement, c'est associé au métabolisme énergétique à court terme. Moi, au début, là, quand j'ai commencé, puis on me disait, la créatine, c'est bon quand tu fais de la musculation, c'est bon quand tu fais des sprints. Donc, tout ce qui dure là, 10, 15, 20, 30 secondes, 40 secondes, 60 secondes, la créatine, c'est super efficace pour ça. Plus long que ça donne rien. Et on était ô combien dans le champ à l'époque, c'est fou. Parce que la créatine phosphate, ça se retrouve ailleurs dans la cellule, plus particulièrement, puis la question d'assommer ceux et celles qui adorent le métabolisme énergétique, mais ça va se retrouver aussi à l'intérieur des mitochondries. Qu'est-ce que les mitochondries? Les mitochondries, c'est des petites structures qui se retrouvent à l'intérieur et légèrement en périphérie de la surface de fibres musculaires qui vont être en mesure d'utiliser l'oxygène et de renouveler les stocks d'ATP à partir des glucides, des lipides et de certains acides aminés. Donc, ces mitochondries-là, dans le fond, c'est le cardio, le système aérobie. Donc, plus les mitochondries sont efficaces, plus elles sont capables de renouveler l'ATP, en quelque sorte, meilleur est notre cardio. Et on avait vu ça de façon très distincte, très séparée. Bon, tu as ta créatine phosphate qui renouvelle ton ATP, puis quand tu fais des épreuves, des efforts de plus longue durée, bien, c'est tes mitochondries qui travaillent. Sauf qu'il y a de la créatine dans les mitochondries et il y a une navette, dans le fond, de créatine qui va faire en sorte que la créatine va pouvoir contribuer à l'action des mitochondries
et les mitochondries vont renouveler les stocks de créatine. Fait que c'est vraiment une relation qui est presque en équilibre. Donc, dès qu'il y a une concentration d'un côté qui diminue, bien, rapidement, ça va se rééquilibrer et inversement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, en muscu, on dit parfois, alors c'est important d'avoir un bon cardio, ça va aider à ta récupération en musculation. Donc, ça comme ça, bien souvent, on va prendre ça pour de l'argent comptant, puis on va se dire, ah ben ok. Mais en réalité, c'est vrai, c'est que plus vos mitochondries sont en mesure de contribuer, bien plus elles vont être en mesure de un peu renouveler votre stock de créatine phosphate qui, à son tour, va pouvoir renouveler l'ATP. Donc, c'est vraiment étroitement relié, c'est associé. Donc, et la créatine se trouve à faire le lien entre le métabolisme anaérobie et le métabolisme aérobie. Donc, c'est un lien super important et ça, c'est juste d'un point de vue, si on veut, énergétique. Là, si on regarde maintenant la créatine en supplément, et là, on a commencé à dire, ben, OK, on va renchérir, on va donner plus de créatine, entre autres parce qu'on réalisait que le muscle est à peu près saturé en créatine entre 60 et 80 %. Donc, on s'est dit, si on augmente la quantité de créatine, bien, on peut augmenter les concentrations de entre 20 et 40 % puis atteindre vraiment une saturation au niveau du muscle. Et ça nous permet de maximiser un peu le métabolisme énergétique à court terme, puis de maximiser ou d'optimiser la relation entre le métabolisme aérobie et le métabolisme anaérobie. Étrangement, quand on va supplémenter en créatine, on va également observer une amélioration des performances associées à notre capacité à renouveler l'ATP, donc des efforts à très court terme, de la puissance, de la force. Puis aussi, dans certaines conditions, on va observer une amélioration de performance aérobie. Entre autres, certaines épreuves, certaines épreuves d'endurance, on va observer une amélioration de la tolérance ou de la capacité à maintenir une surcharge de travail X pendant un peu plus longtemps. Alors là, on s'est dit, c'est vraiment intéressant et ça continue à être utilisé dans la même veine. Vraiment, on supplémente pour les performances sportives. Et aussi, on a commencé par le fait même à observer une amélioration au niveau de la masse musculaire. Donc, au début, on se disait, ben, c'est parce qu'il y a une amélioration du métabolisme énergétique, la personne est capable de s'entraîner plus fort en musculation. Donc, c'est pour ça qu'on observe une augmentation de la masse musculaire plus importante chez des gens qui consomment de la créatine versus chez des gens qui n'en consomment pas. Alors ça, c'est assez intéressant, mais on a poussé la démarche un petit peu plus loin. Là, on a commencé à fouiller, puis c'est quand même relativement récent, où on a observé que la créatine n'avait pas juste un rôle énergétique au niveau du muscle, mais la présence de créatine, puis quand je parlais tantôt là, de certaines régulations dans l'intégrité de la cellule, là, mais quand la créatine est présente en quantité adéquate, ce qu'on observe, c'est qu'il y a entre autres une activation plus intéressante des cellules satellites. Donc, les cellules satellites, c'est quoi? Mais c'est la façon la plus, je dirais, costaude que le muscle a pour s'adapter. Donc, lorsqu'on va activer des cellules satellites, ça va permettre un remodelage musculaire et ça va permettre soit l'augmentation de la surface musculaire, donc l'augmentation de l'hypertrophie, ou encore l'augmentation de la quantité de myofibrils. Donc, on a plusieurs éléments qui vont favoriser une hypertrophie musculaire lorsqu'on a une activation appropriée des cellules satellites. Alors, on réalise que le fait d'avoir des réserves de créatine optimisées, ça favorise une meilleure prolifération et différenciation des cellules satellites et c'est plus favorable à l'hypertrophie. Donc, il y a un effet qui est relié à l'entraînement, donc la capacité à soutenir un volume d'entraînement plus important, mais il y a aussi un effet, je dirais, physiologique autre, qui est une activation de certaines voies métaboliques qui sont plus susceptibles d'entraîner une augmentation de la masse musculaire. Donc, ça devient doublement intéressant et il y a beaucoup de gens en culturisme qui vont utiliser la créatine comme supplément, pas uniquement pour l'augmentation de la force, mais pour la stimulation de l'hypertrophie.
Donc, on est encore dans les performances sportives. La créatine, ça a aussi souvent été regardé par dédain. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec des médecins dans le début des années 2000, comme quoi la créatine, c'était bon rien, puis que dans le fond, c'était juste pour avoir des gros bras. Entre autres, je me souviens d'un médecin qui me disait tout ce que ça fait, c'est que ça fait faire de la rétention d'eau. Donc, le muscle va se gorger d'eau. Ben, c'est en partie vrai que l'assimilation de la créatine phosphate par le muscle va entraîner une augmentation de la teneur en eau du muscle, mais il n'y a pas juste ça. Et c'est pas juste de l'eau qui rentre puis on fait de l'œdème. Donc, c'est cette rétention d'eau-là qu'on va observer. Juste un exemple comme ça, c'est extrêmement favorable pour les sports d'endurance qui vont être réalisés dans des conditions de chaleur. Donc, ça prévient la surchauffe, ça favorise une meilleure thermorégulation. Donc, c'est un élément qui est assez intéressant, même qui peut paraître anodin, mais qui est très intéressant. Cette eau-là aussi, ça peut être associé lorsque la consommation de glucides est adéquate à une augmentation du stockage de glycogène. Donc, encore une fois, pour les sports d'endurance, ça devient intéressant. Mais je suis d'accord que d'un point de vue médical, c'est plus ou moins intéressant. Sauf que là, on s'est intéressé de plus en plus au métabolisme énergétique en lien avec différentes maladies. On a observé aussi les processus de synthèse des protéines, de remodelage musculaire, mais cette fois-ci en lien avec des maladies. Et surtout des maladies où justement les systèmes énergétiques sont perturbés. Un exemple de ça, la dépression. On observe dans le cerveau de gens qui souffrent de dépression qu'il y a une diminution, si on veut, du métabolisme énergétique au niveau du cerveau. Et en supplémentant en créatine, on se rend compte qu'on vient réussir à augmenter l'activité métabolique du cerveau, à stimuler le métabolisme énergétique du cerveau, et ça pourrait être associé à un meilleur pronostic au niveau de la dépression. Donc, ça n'a pas encore un statut de traitement comme tel, mais ça semble avoir des effets extrêmement intéressants. On a observé tout ce qui est, dans le fond, problématique au niveau de la présence d'oxygène, donc tout ce qui est ischémie. Donc, il y a plusieurs maladies du cœur ou pathologies qui peuvent être associées à un manque d'oxygène à un moment donné. Eh bien, la supplémentation en créatine va venir en quelque sorte diminuer les impacts de ça. Donc, ça devient vraiment, vraiment intéressant d'un point de vue pathologique. Pour vous donner une idée, il y a des cas de grossesse où on va supplémenter en créatine pour prévenir les complications justement associées à une mauvaise oxygénation du fœtus. Donc, c'est de plus en plus utilisé. De la démence, des dystrophies, des maladies dégénératives, on commence à supplémenter en créatine parce qu'on se rend compte que ça a un effet sur le métabolisme énergétique. Puis le métabolisme énergétique de la cellule est étroitement associé, si on veut, à un meilleur pronostic, une meilleure sortie de la pathologie ou de la condition. Alors ça vient un élément vraiment important, puis ça l'a, je vous dirais, amélioré un petit peu la note de crédit de la créatine. Donc, c'était mieux perçu, ça a commencé à être plus utilisé. Et le problème qu'on a eu avec ça, c'est que il y a comme eu un certain engouement, comme on observe souvent, où là, la créatine, ça réglait tout. Puis là, ben, il y a des gens qui ont commencé à prendre la créatine pour régler leur dépression, puis etc., sans nécessairement aller s'informer ou essayer de comprendre un peu plus quel rôle ça jouait. Et ça a donné lieu à quelques pépins, entre autres, en termes de quel dosage on va utiliser. D'habitude, les protocoles classiques, on supplémentait pour augmenter, saturer le muscle en quelques jours. Alors, on allait utiliser à peu près 0,3-0,4 grammes par kilogramme de poids par jour. Là. Donc, un individu moyen, on parle d'à peu près 20 grammes par jour, entre 5 et 7 jours, pour vraiment faire la phase de remplissage. Et c'est encore aujourd'hui la stratégie qui est la plus efficace là, pour rapidement saturer le muscle en créatine. Et ensuite, on y allait avec une phase de maintien d'à peu près 3 à 5 grammes par jour. Donc, ça, c'était le classique. Puis, tout le monde appliquait ça. Moi, j'ai une dépression, je vais me supplémenter exactement de cette façon-là. Moi, je fais du sprint, je vais me supplémenter de cette façon-là. Tout le monde avait embarqué dans le même bateau.
on réalise que les concentrations, les quantités de créatine requises vont varier considérablement en fonction de l'intention ou l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, lorsqu'on parle de performance anaérobie, donc tout ce qui est musculation, force, puissance, le dosage d'à peu près 0,3-0,4 grammes par kilogramme de poids par jour qu'on va prendre pour cumuler jusqu'à peu près 20 grammes. Donc, le 0,3-0,4, on va prendre ça 4 fois dans notre journée. Donc, ça va nous amener là, une vingtaine de grammes comme tel. C'est la stratégie, je vous dirais, la plus profitable pour l'entraînement, donc tout ce qui est en lien avec le conditionnement physique. Mais on observe pour d'autres conditions médicales qu'il faut monter à peu près jusqu'à 20, 25, 30, dans certains cas 35 grammes de créatine au total par jour. Entre autres, toutes les conditions où on veut influencer positivement le cerveau. Donc, c'est le cas, entre autres, de traumatisme, de commotion cérébrale, d'accident ischémique, bon, peu importe. Lorsqu'il y a un problème au niveau de l'oxygénation du cerveau ou il y a un problème avec l'intégrité des mitochondries au niveau du cerveau, la supplémentation doit être beaucoup plus élevée que ce qu'on observe dans le conditionnement physique. Parce que la quantité qui va passer puis être, je dirais, assimilée ou acceptée par le cerveau est beaucoup moins importante que le muscle. Donc, le muscle va capter ça de façon privilégiée, si on veut. Donc, pour le dosage, ben, si vous allez dans n'importe quel pro shop de nutrition, ils vont probablement vous dire 20 grammes par jour pour ton loading, puis après ça, tu vas faire 5 à 10 grammes. Donc, c'est ce qu'on entend souvent, là. J'aime bien le 0,3-0,4 grammes par kilogramme de poids qu'on va faire 4 fois par jour, là. C'est un petit peu plus précis. Puis ça tient compte aussi du gabarit de l'individu. Je vous dirais qu'une personne dont la masse grasse est très importante, on va en avoir un petit peu moins besoin parce que la créatine est vraiment destinée aux muscles. Donc, idéalement, ça serait de fonctionner par kilogramme de muscle, mais là, on a la difficulté d'avoir une évaluation de la composition corporelle suffisamment valide pour déterminer notre masse musculaire avec précision. Donc, on ne peut pas utiliser une bioimpédance, par exemple, pour doser là, sa créatine. Je vous dirais, il n'y a pas d'avantage comme tel à faire ça versus utiliser le poids total. Donc, l'utilisation du poids total en termes de supplémentation, tant pour les conditions médicales que pour le conditionnement physique, c'est ce qui devrait prévaloir. Pour le maintien, donc on disait le 5 à 10 grammes par jour, la phase de maintien, ça semble vrai pour la majorité des gens, sauf plus on a quelqu'un qui est actif et plus on a quelqu'un qui est corpulent. Donc un athlète très costaud, on peut avoir des besoins un peu plus importants au niveau là, du maintien. Donc, ça, c'est un élément aussi à considérer. Pourquoi la phase de maintien est importante puis qu'on ne continue pas à surcharger? C'est pas dangereux de surcharger. Là. Il y a des études qui ont dosé là, quelque chose comme 30-35 grammes par jour pendant 180 jours sans observer aucun effet secondaire. La problématique du surdosage, c'est surtout le gaspillage, c'est pas utile. Donc, c'est vraiment ça. Là, on va passer à travers le pot plus vite, puis c'est de l'argent qu'on gaspille. Donc, la phase de maintien, lorsque l'alimentation est adéquate, donc dès qu'il y a de la viande, poisson, à ce moment-là, on va réussir à maintenir la saturation du muscle parce que la dégradation de la créatine, c'est 1 à 2 % à peu près par jour, ben, elle va être comblée par les apports puis par la supplémentation. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de maintenir des apports super élevés pendant la phase de remplissage. Puis à l'inverse, si on ne fait pas de phase de remplissage puis qu'on supplémente, mettons, 5 à 10 grammes par jour, on va arriver aussi tranquillement à saturer le muscle. C'est juste que ça va prendre entre 20 et 35 jours environ selon votre gabarit. Alors qu'on peut l'atteindre en 3, 4, 5 jours en faisant une phase de remplissage. Donc c'est ça l'avantage de la stratégie de la phase de remplissage comme telle. Donc ça c'est je vous dirais, c'est le topo, tout ce qui est conditionnement physique que je parlais, force, etc., hypertrophie, c'est le classique. Ce qui est un petit peu nouvel âge, puis un peu plus hot topic là, des derniers temps, c'est tout ce qui est, entre autres, santé mentale, démence, etc., là, tout ce qui est métabolisme énergétique du cerveau. On se rend compte que la créatine peut définitivement jouer un rôle vraiment intéressant là-dedans. Il y a des particularités.
il y a une particularité, entre autres, il y a une distinction au niveau de la créatine. Puis ça, moi, je l'avais observé avec des athlètes féminines il y a quelques années. La réponse à la supplémentation en créatine est pas la même chez les hommes et chez les femmes. Moi, j'observais des gains intéressants chez les hommes, mais ce que j'observais plus chez les femmes, c'était une prise de poids, parfois, toute proportion gardée, plus importante. Euh, je dirais que les gars, mais des gains en force moins importants, des gains en masse musculaire également moins importants. Donc cette distinction-là, homme-femme, moi je pensais que c'était parce que les filles poussaient moins en muscu, qu'elles avaient moins de gains. Là. Donc je pensais que c'était plus une question psychologique, sociale que physiologique. Mais on réalise que les hormones sexuelles féminines, l'ovulation et compagnie, donc toutes les phases du cycle menstruel vont avoir un impact sur la capacité à assimiler, utiliser, métaboliser la créatine. Donc selon les phases du cycle menstruel, on pourrait avoir une performance moins intéressante face à la supplémentation en créatine. C'est assez complexe. Ce qui semble ressortir, c'est que dans la phase folliculaire, donc à peu près les 10 à 14 jours suivant les premières pertes menstruelles, on pourrait avoir une meilleure réponse à la supplémentation en créatine que lors de la seconde moitié du cycle. Donc ça, c'est quelque chose à considérer chez les filles. Il y en a même qui ont suggéré de faire des protocoles, à peu près un 14 jours de supplémentation en créatine par mois, puis un 14 jours où est-ce qu'on ne supplémente pas, puis on recommence. Donc dans le fond, on fait une semaine de remplissage, une semaine de maintien, 2 semaines de passage à vide, pas de créatine, puis on recommence comme ça à tous les mois. J'ai pas de données quant à l'efficacité de ce protocole-là, mais ces protocoles-là sont basés sur potentiellement une différence entre la réponse des hommes et des femmes à la supplémentation. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes semblent avoir moins de créatine, principalement parce qu'elles ont moins de masse musculaire, mais elles semblent avoir une plus grande capacité de rétention. Donc, les femmes vont avoir à peu près 80% là, de ce que les hommes peuvent avoir en termes de créatine, mais elles ont une capacité de rétention d'à peu près 10-15% supérieure. Alors, ça peut être un supplément très intéressant là, pour les femmes, mais la phase du cycle menstruel va jouer un rôle. Donc, Olivier qui pose la question créatine et caféine. Ouais, il y a quelques publications, là, j'ai une publication en tête qui disait à éviter là, de consommer simultanément, pas avoir de l'interférence, diminuer l'efficacité. Moi, je suis pas un fan de caféine en lien avec l'entraînement. Je trouve que c'est un produit très souvent, lorsqu'il est pris en préparation, donc en entraînement, qui amène plus de problèmes que de bénéfices. Je pourrais faire un topo là, sa caféine à un moment donné. Là. Mais ce qui se passe avec la caféine, c'est que l'effet sur l'amélioration des performances, pour la majorité des gens, se situe au niveau de la perception de l'effort. Chez les athlètes qu'on va fouetter, qu'on va pousser, qui sont conscients de leurs paramètres d'entraînement, la caféine peut avoir un effet, une légère amélioration des performances. Ça peut être intéressant, mais chez la vaste majorité des gens, je ne parle pas juste de monsieur, madame, tout le monde, mais des gens qui s'entraînent, l'effet, c'est qu'on va refaire exactement la même chose qu'on faisait, mais on va trouver ça plus facile. Fait que si c'était juste ça, ben c'est moins problématique. C'est pas la fin du monde. Sauf que l'effet pervers de ça, c'est que ça a un effet, ça vient à un peu affecter notre résilience, notre tolérance à l'effort. Donc, on est moins habitué de souffrir, moins habitué de trouver ça pénible. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment pas un fan là, de l'utilisation de la caféine. Alors, si déjà là, moi, je n'irais pas combiner caféine et créatine juste parce que je pense pas que l'effet de la caféine en entraînement est intéressant. En compétition, l'effet de la caféine à dose contrôlée peut être intéressant pour stimuler un peu là, le niveau d'excitation là, au début, la motivation à faire l'activité, la drive, etc. Ça peut être intéressant. On peut aussi en compétition avoir plus de chances d'observer un effet sur les performances. Faut juste faire attention sur le type de performance. Donc ça peut être intéressant. Mais en entraînement, je me tiendrais loin. Là. J'éviterais là, de combiner créatine et caféine. Là,
il n'y aura pas de bénéfice synergique à utiliser les deux, là. En tout cas, de ce que j'ai lu, il n'y a pas vraiment d'avantage, donc ça ne vaudrait pas ça vaudrait pas la peine de combiner les deux. Donc, salut Laurie, en lien avec l'hypertrophie, si la prise de créatine est cessée, est-ce qu'il y a un impact négatif ou régressif? Est-ce que ça peut aider à traverser un plateau dans la prise de masse musculaire? Bien, l'utilisation de bon, je peux embarquer tout de suite là-dessus. L'utilisation de la créatine dans un contexte d'hypertrophie ou d'augmentation de la force ou de la puissance, il faut qu'il soit extrêmement bien planifié. Il faut que l'entraînement soit paramétré en fonction de la supplémentation. Donc, il faut être rendu là. Je m'explique, si on regarde, quelqu'un va commencer un nouveau programme d'entraînement en force, bien, on va observer des adaptations en hypertrophie, mais ça va prendre plusieurs semaines. On va surtout observer des adaptations au niveau du système nerveux. Puis, qu'est-ce qui va empêcher de soutenir un plus gros volume, donc une plus grosse quantité de séries? C'est en partie le système nerveux et en partie le métabolisme énergétique. Donc, la supplémentation en créatine va venir limiter l'impact, si on veut, sur le métabolisme énergétique. Donc, cette fatigue-là, elle va aider à la repousser un petit peu. Mais la fatigue nerveuse, elle, ça va avoir peu d'impact. Donc, on risque, si on commence un nouveau programme d'entraînement orienté vers la force et l'hypertrophie, directement en plus d'une supplémentation en créatine, bien, on risque de ne pas vraiment observer une progression soudaine. Par contre, puis là, je m'enligne avec ta question, par contre, lorsqu'on va commencer à observer un plateau, question de sortir du plateau ou lorsqu'on veut vraiment augmenter les paramètres de surcharge parce qu'on est justement en phase de stabilisation, d'intégration des acquis ou de plateau, eh bien, ce que ça va permettre, la supplémentation en créatine, c'est que là, on va vraiment observer en absence ou en réduction de fatigue énergétique à très court terme, est-ce que le participant, l'athlète, est en mesure d'augmenter son nombre de séries. Donc, ça va surtout être utile pour l'augmentation du volume d'entraînement, l'augmentation du nombre de séries, du tonnage, là, peu importe. Donc, c'est principalement la première vocation. Donc, il faut bien placer dans l'entraînement. Moi, je déteste commencer un nouvel entraînement avec quelqu'un avec la supplémentation en créatine. Je ne dis pas que je le fais jamais, mais je ne trouve pas ça super utile lorsque le but principal est d'améliorer la performance à l'entraînement. Parce que la fatigue du système nerveux, à la limite, là, pratico-pratique, là, la compréhension du programme d'entraînement. Tu sais, un nouveau programme, la personne va dire « Ah oui, c'est ça, tu sais, c'est pas optimal, on n'est pas rodé, on n'est pas... » Ça n'a rien vraiment d'aller chercher l'extra avec la créatine. Par contre, lorsqu'on va stabiliser les choses, ça peut devenir intéressant, mais c'est super important de paramétrer pour effectivement s'assurer que est-ce qu'on a une augmentation du volume. Donc, est-ce que ça joue? Fait que ça, c'est vraiment pour les adaptations. Là où on pourrait supplémenter en partant, c'est au niveau de la récupération. Donc, on remarque que la créatine peut favoriser une meilleure récupération. Ça va surtout être le cas chez des gens qui vont, dans un contexte de conditionnement physique, qui vont faire des combinaisons cardio-muscu, où les entraînements vont être un peu plus énergivores que ceux et celles qui vont faire juste de la muscu. Ça va faire en sorte qu'on va hypothéquer un peu plus les réserves de glycogène. Lorsqu'on va supplémenter en créatine conjointement avec des apports en glucides, bien, on se trouve à augmenter la capacité de stockage et la facilité à laquelle le muscle va stocker du glycogène. Et ça, c'est une des premières étapes dans le processus de récupération. Donc ça va vraiment être intéressant, surtout lorsqu'on va avoir une séquence d'entraînement. Donc quelqu'un qui dit, moi je m'entraîne lundi, mardi, mercredi. Mais à ce moment-là, la supplémentation en créatine, surtout comme je parlais d'entraînement concomitant, donc cardio-muscu, qui sont assez énergivores, ça peut devenir intéressant. L'autre aspect aussi, c'est que l'augmentation de la concentration de créatine va avoir un effet sur la régulation du métabolisme acido-basique. Donc là, je sais que les gens trippent bien gros quand j'utilise ces termes-là. Mais c'est quoi le métabolisme acido-basique? Bien, c'est votre pH. C'est le muscle, quand il va contracter, bien, son pH va diminuer. Quand il va se récupérer, le pH va revenir à une valeur un peu plus neutre. Et plus le muscle contracte, plus le pH diminue, moins le muscle devient efficace dans ses contractions musculaires, plus ça devient difficile. La présence accrue de créatine va favoriser un tamponnage. Donc,
je ne veux pas trop rentrer dans les équations. Moi, ça me fait triper ces équations-là, là, mais je sais que c'est pas toujours digeste là, en version live ou podcast. Là, mais quand je parlais de l'ATP au début, quand l'ATP elle se brise pour permettre la contraction musculaire, ben, ça va libérer un proton, un hydrogène. Et c'est ça qui est le pH. Là. Bon, c'est un peu la concentration d'hydrogène, de protons qu'on va avoir. Fait que plus on va faire de la contraction musculaire, ben, plus on va accumuler des protons. La créatine, plus particulièrement la créatine phosphate, quand elle va refaire de l'ATP, ben elle va gober un proton. Elle va gober un hydrogène, ce qui va faire en sorte qu'elle va réguler un peu le pH. Ça peut être intéressant chez quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui n'est pas familier avec la musculation comme telle, mais qui est capable de pousser. Donc, quelqu'un qui a pas de... que ses principales barrières ne sont pas psychologiques, quelqu'un qui va forcer, ça se peut que la créatine aide à mieux réguler le pH puis à retarder l'apparition de la fatigue. Ça va être un peu plus le cas chez les individus, par exemple, en réhabilitation. De plus en plus, on va supplémenter en créatine dans des protocoles de réhabilitation où il y a eu beaucoup d'atrophie musculaire. Puis c'est pas uniquement pour augmenter la masse musculaire qu'on va supplémenter en créatine, mais ça va être pour améliorer la tolérance locale, donc la tolérance périphérique au niveau du muscle, à la diminution de pH, donc à l'acidification du pH. Il y a des protocoles aussi qui vont combiner créatine, bêta-alanine, entre autres, pour essayer de vraiment d'avoir une meilleure tolérance à l'acidification du muscle. Il y a certaines pathologies aussi qui sont associées à ça, une mauvaise gestion là, du pH musculaire. Alors, donc ça devient quelque chose d'intéressant. Alors, oui, on peut supplémenter en partant, mais je vous dis, il faut que ça soit étroitement associé au protocole d'entraînement. Puis il faut cibler, là, ben, moi, quel facteur limitant je veux enlever de l'équation avec ma supplémentation en créatine. T'sais, si vous vous dites, ben moi, je veux que la personne elle pousse plus, mais si le facteur limitant, c'est sa peur, je vais donner l'exemple classique, ben, sur le squat, j'ai peur de mettre 3 plates. Mais le facteur limitant, c'est pas la créatine phosphate, là, c'est pas la supplémentation en créatine, c'est parce que j'ai peur. Donc, est-ce que le fait de supplémenter en créatine va amenuiser cette peur-là, va faire en sorte que la personne est plus craintive et qu'elle est prête à mettre plus pesant? Mais si c'est le cas, ben on supplémente. Il n'y a pas de lien neurophysiologique avec ça, mais si la personne se dit, ah ben là, parce que je prends de la créatine, je vais être capable, puis je vais mettre plus pesant, ben tant mieux. Donc, c'est vraiment de cibler qu'est-ce que je veux réussir à faire avec la créatine, puis qu'est-ce que la créatine peut me permettre de faire. Donc, dans la majorité des cas, la supplémentation en créatine, le parcours, la formule classique, il va y avoir un 4 à 6 semaines d'entraînement avec une augmentation de la surcharge progressive. Donc, on va augmenter le volume, on va augmenter l'intensité. Puis après ces semaines-là, on va commencer un protocole de supplémentation et on va observer si la personne est en mesure d'augmenter son volume. Moi, un exemple classique de séance que je vais faire dans ce temps-là, c'est que, on dit n'importe quoi, la personne avait un total de 6 séries de 10 répétitions à faire à 10 RM sur le squat avec 180 secondes de repos entre chaque. Ben là, si je me dis, moi, je vais augmenter le volume, je veux que la personne soit en mesure de faire plus de séries, ben je vais conserver exactement les mêmes paramètres. Je vais supplémenter en créatine, puis je vais lui dire, ben là, le nombre de séries que je t'ai prescrit, tu vas biffer ça, puis tu vas faire le plus de séries que tu es capable de faire en respectant la charge que tu dois mettre, ton 10 RM, en respectant les temps de repos. Puis, dans le fond, ce qui signifie la fin de ton entraînement, c'est lorsque tu n'es pas capable de compléter, mettons, 8 répétitions par série. Fait que si tu commences ta première série, tu en fais 10, puis tu n'es plus capable, c'est parfait. Tu prends ta pause, tu recommences ta deuxième, tu en fais 10, c'est bien beau. Puis si à la 7e série, là, tu en fais 5, puis tu étais supposé en faire 10, ben c'est fini. Puis là, on regarde, d'avant, tu en faisais 6, alors ben là, tu en fais 7. Puis on va essayer d'observer est-ce que la progression va continuer. Donc au fil de la supplémentation, est-ce qu'on va observer une augmentation du volume? Est-ce que tu vas diminuer moins rapidement ton nombre de répétitions avec la fatigue? Est-ce que tu vas être capable de prolonger en ajoutant des séries? Donc c'est là que ça devient intéressant. Si on conserve les mêmes paramètres de surcharge, le même nombre de séries, même charge, etc.,
et qu'on supplémente en créatine, ben là, on va miser sur l'effet sur la récupération, on va miser sur l'effet qui va stimuler un petit peu l'hypertrophie, mais je vous dirais que c'est pas optimal parce qu'on ne profite pas pleinement des effets de la créatine. Donc, ça serait intéressant là, de vraiment s'assurer qu'on augmente la surcharge, qu'on challenge l'individu, là. Puis moi, d'un point de vue psychologique, j'aime bien un peu faire ça de façon protocolaire ou marquer ça, là, de dire, ben là, on va faire un mésocycle de choc. Là. Ces 4 semaines-là, là, attache ta tuque, là, je ne sais pas si on va passer à travers et on va utiliser la créatine pour nous aider. Fait que, comme un peu un effet placebo là, qui s'installe. Je dirais que la personne a un intérêt, une assiduité, un dévouement un peu plus important parce qu'on a vraiment encadré ça au sérieux. C'est pas juste je rajoute de la poudre dans ton shake après tes entraînements puis tu prends ça. Là. C'est un peu plus que ça. Fait qu'on vient justement essayer de tout cumuler, là, des variables psychologiques avec les variables de récupération, etc. En termes de sport d'endurance, la supplémentation en créatine, je vous dirais, proche d'une compétition, ça peut devenir intéressant pour maximiser les réserves de glycogène. La prise créatine, bêta-alanine aussi pour les sports d'endurance, surtout les sports d'endurance où il peut y avoir des sprints, je pense en cyclisme entre autres, là, qui peuvent partir pour 120 km, mais ces 120 km, ils vont peut-être avoir 4, 5, 6 sprints à lancer. Ça devient extrêmement intéressant d'être en mesure de bien tamponner le métabolisme acido-basique puis réguler un peu le pH. Puis la combinaison, le créatine, bêta-alanine, ça semble être intéressant. Donc ça peut être un plus là, en termes d'amélioration des performances. À l'entraînement comme tel, je suis un peu plus partagé là, pour les sports d'endurance sur la supplémentation en créatine. Ça dépend de l'objectif. Si on veut maximiser la récupération, favoriser le renouvellement du glycogène, le stockage plus rapide parce qu'on veut faire 2 entraînements par jour, par exemple, ben, ça peut être intéressant. L'inconvénient de ça, ben, c'est que s'il y a une augmentation de poids qui vient avec cette prise de glycogène supplémentaire-là, fait qu'il faut s'assurer que ça soit nécessaire. Je n'irai pas supplémenter, par exemple, en créatine pour un 10 km parce que les réserves de glycogène ne seront pas un facteur limitant sur mon 10 km. Donc, d'en avoir plus, ben, je vais amener un extra de carburant qui ne me servira pas, mais que je vais traîner. Donc, ça va être du poids inutile. Fait que ça ne serait pas intéressant comme tel. Puis, malheureusement, je ne peux pas choisir les effets que la créatine va avoir. Je ne peux pas dire, ben, je vais prendre la créatine pour son effet sur la régulation du métabolisme acido-basique. Comme ça, si j'ai des sprints à faire sur mon 10 km, je vais être capable de mieux les tolérer. Ils vont moins me causer une fatigue résiduelle. Oui, mais ça va venir avec le stockage de glycogène de plus, puis l'eau de plus, puis le poids de plus que tu as entraîné. Donc, il faut vraiment choisir, il ne faut pas tomber aveuglément de dire, ben là, tu fais du cardio, on va optimiser tes réserves de glycogène, prendre la créatine, bingo. Il faut que ça serve, là, en des distances en bas d'un demi-marathon. C'est peu intéressant là, d'essayer de vraiment de booster là, les réserves de glycogène outre mesure. Là. Fait qu'il faut le planifier comme tel. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à balancer ça. Dans un autre élément que moi je trouve intéressant au niveau de la créatine, puis j'ai fait rire de moi là-dessus, j'ai su par la bande là, que je me suis fait traiter de tous les noms parce que j'avais des dames à peu près en haut de 50-55 ans à qui j'avais recommandé de consommer de la créatine. On supplémentait en créatine pour un processus de perte de poids. Fait que là, tout le monde disait, ben ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que c'est ça, il fait perdre du poids, il supplémente en créatine, c'est des petites madames, puis tu vas scraper leurs reins, puis etc. Ben non, il n'y a pas d'évidence que chez les adolescents, les adultes, les personnes âgées, la créatine a des effets secondaires néfastes ou dangereux. Il n'y en a pas. Donc, c'est pas vraiment un problème, mais pourquoi les supplémenter en créatine chez des dames qui veulent perdre du poids, qui ont en haut de 50 ans? Bien, mon objectif en arrière de ça, c'était assez simple. C'est que comme on était en restriction calorique, puis il y en avait 2 dames, entre autres, qui voulaient essayer des restrictions caloriques assez importantes, ce que ça vient faire, la restriction calorique, bien, ça vient perturber un peu le métabolisme énergétique. Ça vient aussi perturber un peu, je vous dirais, la santé énergétique de la cellule.
Et lorsqu'on va supplémenter en créatine, ben, il y a un meilleur couplage entre le métabolisme aérobie, anaérobie, donc la cellule est en meilleure santé énergétique. Donc l'objectif de la supplémentation en créatine dans le processus de perte de poids, ben, c'était justement pour maintenir la capacité de récupération, pour maintenir l'intégrité énergétique de la cellule, malgré le fait qu'on était en déficit énergétique relativement important puis qu'il y avait une perte de poids. L'autre élément là-dessus, c'est comme il y avait de l'entraînement en musculation qui se faisait, bien, je voulais maximiser la synthèse des protéines, le remodelage musculaire pour m'assurer de maintenir le plus possible la masse musculaire dans le processus de perte de poids. Donc, c'était un peu l'idée derrière tout ça, de pourquoi on allait supplémenter au niveau de la créatine chez ces dames-là. Ce que j'ai su par la suite, donc, à l'époque, je ne prendrais pas le crédit, je ne le savais pas. Mais c'est entre autres qu'en vieillissant, aux alentours de la ménopause, le métabolisme de la créatine est perturbé chez la femme et ça peut être intéressant d'ajouter, de supplémenter aux alentours de ces périodes-là. Puis, on peut observer, dans le fond, plusieurs bénéfices. Donc, je parlais tantôt, là, toutes les conditions pathologiques, ben, il y a des conditions de santé mentale, il y a des conditions de démence, il y a des conditions de dépression. Donc, tout ça, on se trouvait aussi à, dans le fond, mettre un petit peu de capital de côté. Là. On se trouvait à prévenir potentiellement ça. Des maladies dégénératives, bien, on s'assurait qu'il y avait un apport en créatine. Puis si c'était à refaire, bien, c'est clair que je le referais, puis probablement qu'on maintiendrait la supplémentation en créatine à l'année longue avec une dose de maintien probablement ou légèrement inférieur à ce qui est recommandé pour le maintien. Mais j'irais vraiment à l'année longue là, chez cette population-là, puis chez d'autres populations aussi, pour vraiment, dans le fond, assurer une intégrité au niveau de la cellule, au niveau de la relation entre les mitochondries, puis la production d'énergie. Donc, je vous dirais, là, la créatine, honnêtement, moi, dans les suppléments, je ne suis pas un fan des suppléments. Moi, les pilules miracles, là, c'est comme, je trouve ça wow. C'est épatant, j'en vends régulièrement. Non, tu sais, je trouve ça aberrant. Mais la créatine, c'est vraiment, mais vraiment un supplément qui est intéressant lorsqu'on le prend pour ce que ça fait. Tu sais, non, vous ne guérirez pas l'Alzheimer avec de la créatine. Non, vous ne préviendrez pas une fausse couche avec de la créatine. Non, vous ne trouverez pas la cure pour le cancer avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'absence presque totale d'effets secondaires au dosage que j'ai mentionné initialement, ben, ça fait en sorte que c'est un supplément qui est super intéressant, qui potentiellement peut aider un peu. Juste vous donner un ordre de grandeur. Des publications scientifiques, il y en a qui vont dire qu'il y a une amélioration des performances de l'ordre de 20 à 30 %. Là, tout le monde capote. Là, les gens vont partir, ils vont dire ben, je fais un sprint de 100 mètres, je vais couper mon temps de 20 à 30 %, c'est incroyable. C'est pas tout à fait ça. C'est sur certaines performances, mais moi, j'ai jamais eu connaissance d'une amélioration de performance en compétition de l'ordre de 20 à 30 % avec la supplémentation en créatine. Ce qui me semble être l'élément confondant, c'est l'amélioration de la concentration de créatine dans le muscle. Je crois qu'on mélange l'amélioration des performances avec l'augmentation de la concentration, parce que c'est à peu près ça qu'on va remarquer. Là, quand on va supplémenter en créatine, là, ça va augmenter là, de 20, 30. Chez les gens qui répondent bien, ça va aller jusqu'à 40 %. Mais moi, j'ai jamais vu des gens augmenter leur force de 20 à 30 % de plus parce qu'ils prenaient de la créatine. J'ai vu des gens augmenter leur force de 30 % alors qu'ils prenaient de la créatine, mais l'augmentation de 30 % on observe ça aussi chez des gens qui commencent à s'entraîner, puis même plus que ça, là, puis sur 12 semaines, dans les projets de recherche, les augmentations en force sur 12 semaines, c'est presque toujours entre 15 et 35 % environ. Fait que si tu supplémentes en créatine, tu vas-tu rajouter un 30 % de plus en force? Donc, j'ai fait un protocole d'entraînement. Au lieu de gagner 30 % en force, j'ai gagné 60 % sur 12 semaines. Moi, j'ai jamais vu ça.
Jamais, 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 jamais vu ça. Il n'y a pas une performance dont j'ai vu une amélioration de l'ordre de 20 à 30% là, suite à la supplémentation en créatine. C'est un petit peu plus subtil que ça. Moi, ce que j'avais quantifié à l'époque au niveau de la créatine, là, c'était de l'ordre d'à peu près 9 à 12% là, sur la force musculaire. Là. Puis j'avais deux petits groupes de 10 personnes, puis un groupe qui était sa créatine, un groupe qui ne l'était pas. Puis en moyenne, là, c'était ça. Là, c'était, mettons, une dizaine de pourcents de gains de plus en force chez le groupe qui avait pris de la créatine, puis c'était sur 8 semaines. Moi, je trouve ça phénoménal. C'est énorme comme gain. Là. Moi, je le prends n'importe quand. Surtout que le pot coûtait 34,99. Là. Donc, c'était une vraie blague. Là. Euh, mais tu sais, c'était pas des gens, c'était des gens très entraînés, là, mais c'était pas des gens qui auraient fait un record du monde parce qu'ils prenaient la créatine. Donc, c'est des gens qui ont pu avoir une amélioration parce qu'ils étaient extrêmement encadrés, parce qu'ils étaient très paramétrés. T'sais, on avait testé la force, on leur prédisait la charge qu'ils devaient utiliser à l'entraînement. Donc, c'était pas j'y vais au feeling pour ma charge, aujourd'hui je file pas, je mets moins. T'sais, c'était vraiment un encadrement strict, méthodique, où est-ce que la surcharge puis le niveau de sollicitation était optimisé. Puis c'est là qu'on a pu voir une augmentation un peu plus intéressante au niveau de la créatine. J'aimerais refaire ce type de protocole-là, mais sans avoir le suivi serré qu'on avait pu avoir, puis laisser les gens s'entraîner comme ils s'entraînent. Fait que pas vraiment de dire, ben, comment tu mets ta charge d'habitude? Ah, ben, je vais au feeling, là, essai-erreur, ben, OK, on y va comme ça. Je ne suis pas convaincu qu'on observerait des gains aussi importants parce que les individus n'iraient pas profiter pleinement de la supplémentation en créatine, puis qu'il y aurait d'autres facteurs limitants. Par exemple, l'utilisation d'une charge adéquate, la tolérance à l'effort, la perception juste de son effort, puis même des gens qui s'entraînent à un haut niveau, là, ces variables-là, c'est souvent problématique. Créatine en poudre versus créatine en solution, capsule ou mélange. Ça, Alexandre, super simple à répondre. Créatine monohydrate d'acide d'atsal avec la certification NSF. Moi, je vous dirais ça, parfait. Puis vous conservez le pot au frais, donc vous évitez que le pot soit exposé à une température supérieure à 25 degrés. Pourquoi? Ben, la créatine est stable en poudre. La créatine monohydrate, c'est parmi les plus stables comme telle. Il y a des études qui ont regardé ça, la créatine monohydrate à température pièce pendant 3 ans, si je me souviens bien. Il n'y avait pratiquement pas de changement là, au niveau de l'intégrité là, du produit. Fait que c'est un pot qui n'était pas ouvert, par exemple. Mais tu sais, ça donne une idée de la stabilité. Toutes les autres marques, tous les autres types de créatine, c'est fou parce qu'ils sont tout le temps supportés par la science. C'est tout le temps clinically proven, science proof, etc. Là. Tout ce qui est créatine HCl, créatine tricyclique, name it, il n'y a aucune évidence scientifique en date de 2019 qui supporte une supériorité au niveau de ces types de créatine-là. Même la tendance, c'est pour que ces produits-là soient moins bons, que leur teneur en créatine soit moins élevée, que le produit soit moins stable. Et le principal argument pour les autres sortes de créatine, ils vont dire que à cause de l'acidité du système digestif, eh bien, la créatine est altérée. C'est vrai que le pH altère la créatine, sauf que c'est particulier la relation entre l'acidité et la créatine, c'est que en bas d'un certain pH, ça ne change plus rien pour la créatine, ça ne la dénature pas. Fait que c'est vraiment un pH milieu qui est problématique. Donc, dans le système digestif, c'est suffisamment acide pour ne pas modifier la structure de la créatine puis l'altérer. Donc, c'est pas plus intéressant d'avoir une créatine qui tolère mieux l'acidité. Même dans certains cas, ça pourrait être contre-productif. Donc, créatine monohydrate, c'est le meilleur choix. Combiné avec un apport en glucides, ça va augmenter là, de 10 à 30 la capacité de stockage un peu, là, puis d'entreposage de la créatine. Fait que ça peut être intéressant de consommer des glucides, mais je vous dirais là, le plus possible d'y aller avec un produit exclusivement créatine monohydrate, NSF, parce qu'on va s'assurer de la concentration puis de la teneur du produit.
Lorsqu'il est mélangé, la difficulté qu'on peut avoir avec la créatine, c'est que ça, entre autres avec d'autres produits, de ce que j'ai compris, c'est que ça ne se mixera pas nécessairement très bien. Alors, on peut se ramasser avec des sections dans le pot qui vont tenir, qui vont avoir une teneur beaucoup moins importante en créatine que d'autres, etc. Fait que c'est un peu moins intéressant, on est moins certain du dosage là, lorsque ça va être mixé ou intégré à un autre produit. L'autre élément aussi à considérer, c'est les moments de prise. Les jours d'entraînement en phase de remplissage, ça peut être intéressant d'avoir 2 des 4 prises quotidiennes faites avant et après l'entraînement. Puis une le matin, une le soir. Donc ça peut être intéressant. Les jours de repos, ben, on peut étaler ça sur l'ensemble de la journée. Moi, j'aime bien intégrer ça autour de l'activité physique, surtout lorsque c'est pris avec des glucides, parce qu'on va avoir l'aspect intéressant pour le glycogène. Ça prend à peu près 60 minutes là, pour que la créatine pique là, au niveau du sang. Fait que ça devient intéressant là, pour la récupération à ce moment-là. Fait que c'est à peu près ça. Puis lors des phases de maintien, ben, même chose. Les jours d'entraînement, consomme un petit peu avant, un petit peu après l'entraînement. Ça semble être légèrement plus profitable. Je vous dirais que c'est plus profitable chez les clientèles plus âgées que les clientèles plus jeunes de concentrer les apports en créatine avant puis après l'entraînement. Ben ouais, Alex, c'est vraiment ça. T'sais, moi, ça me surprend, là, mais quand je relisais, là, j'ai sorti des articles de 2019, 2020, 2021 là, sur la créatine, puis je m'attendais à voir quelque chose de révolutionnaire. C'est plus ce que j'ai vu, c'est l'aspect révolutionnaire sur l'impact sur, entre autres, le cerveau, le système nerveux. Utiliser la créatine dans un protocole de commotion cérébrale de retour au jeu, en réhabilitation, en physiothérapie. Donc tout ça, moi j'ai fait comme wow, c'est brillant d'aller chercher ça. Mais en termes des protocoles de prise ou de consommation, c'était toujours là, le 0,3, 0,4 grammes par kilogramme de poids ou à peu près ou entre 20 et 25 grammes total par jour. C'est à peu près toujours ça. Il y en a qui ont essayé un petit peu moins, il y en a qui ont essayé un petit peu plus, mais on semble s'entendre pas mal sur la façon optimale de la consommer. Puis ça semble être efficace. Donc, ce protocole-là de créatine, avec la créatine monohydrate, ça sature le muscle pour la majorité des individus. Peut-être, si je reprends, là, faire attention les femmes, ça se peut que ça soit un peu moins efficace dans les 2 dernières semaines du cycle menstruel. Fait que ça peut être un élément là, à surveiller. Mais sinon, là, le protocole de supplémentation, là, moi, c'est pas bien différent là, de ce que j'avais vu là, en 95, en 96. Là. Là-dessus, moi, je vais encore plus simple. Là. Pour les apports en grammes, combien de grammes de glucides, les types de glucides, je, je te dirais, là, pas se casser la tête trop, là, la différence entre les différents types, là, c'est pas ça qui va faire une énorme différence sur le stockage. Tu sais, à un moment donné que ton glucine que tu ingères avec ta créatine augmente de 2, 3, 4, 5%, si tu es déjà saturé à 100%, c'est pas vraiment plus intéressant. Fait que moi, j'essaierais d'aller chercher idéalement quelque chose qui peut être plus bénéfique pour le stockage du glycogène, donc favoriser des glucides qui vont mieux s'entreposer, qu'on tolère bien, qu'on digère bien aussi. Fait que plus que de s'imposer un choix de glucides comme tel, la différence là-dessus ne vaut pas la peine comme telle. Là. Fait qu'à peu près n'importe quel glucide, honnêtement, va faire un bon travail, mis à part peut-être fructose et compagnie qui vont être un peu moins intéressants, mais tout ce qui se rapproche du glucose, dextrose, à la limite sucrose, là, dès que c'est bien toléré, bien digéré, l'impact sur la créatine ne sera pas énorme. Good. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Allez-y, j'ai encore quelques minutes. Donc, pendant ce temps-là, en attendant de voir s'il y a des questions, si je résume, ben, la créatine, c'est un supplément qui est vraiment intéressant. Lorsque c'est approuvé par une organisation digne de ce nom, là, moi j'aime bien NSF, là, un petit rond bleu avec 3 lettres NSF en blanc dessus. Donc, on s'assure de la qualité du produit, du contenu.
C'est une certification indépendante qui n'est pas bidon. Donc, on s'assure d'avoir un bon produit, qu'on le conserve pas trop chaud, qu'on garde la créatine monohydrate, qu'on la prend en quantité raisonnable, qu'on la prend lors d'entraînements qui sont appropriés qu'on prend la créatine pour les bonnes raisons. Donc, de clairement identifier quel aspect, quel effet de la créatine je veux utiliser, quel avantage, dans le fond, je vais être en mesure d'exploiter pour favoriser les gains au niveau de l'entraînement. Donc, c'est vraiment ça. C'est éviter de prendre de la créatine pour prendre la créatine. T'sais, trop de fois, moi, j'ai vu des entraînements qui étaient à toute fin pratique incompatibles avec la prise de créatine. On n'en bénéficiait pas. C'était pas la bonne phase d'entraînement pour en prendre. Mais le monde se disait, ben moi, ça fait 3 mois que je m'entraîne. Il y a un gars qui m'a dit que la créatine, c'était bon, ben je l'ai pris. Ben attends, qu'est-ce que tu voulais cibler dans ton entraînement? Est-ce que ça améliore quelque chose ou est-ce que tu continues à faire la même chose, tu changes strictement rien, puis tu prends de la créatine en espérant que tu deviennes beau, grand, fort et heureux avec un terrain puis un jardin de roses, là? Ça n'arrivera pas. Là. Fait qu'il faut vraiment s'attarder à bien planifier l'entraînement puis bien cibler le moment ou la phase où ça va être le plus pertinent là, de supplémentaire créatine pour maximiser la progression. Tout ce qui est aussi physio, je vous dirais, là, ça devient de plus en plus intéressant. Là. Tout ce qui est des blessures qui ont nécessité des immobilisations, ça peut devenir très, très, très intéressant là, pour favoriser une reprise de force, une reprise de masse musculaire plus rapide. On parle de gains en force de l'ordre de 10 à 15% plus important au niveau des membres inférieurs, là, entre autres, là, pour de la réhabilitation. Là. Donc, ce qui a nécessité une immobilisation, par exemple, plâtre ou etc., ça devient vraiment, vraiment intéressant là, en réhabilitation de supplémentaire en créatine. Là, Xavier, oui, le dosage est très similaire pour les bénéfices récupération là, pour les disciplines multisports. Je dirais que ce qui peut changer, c'est peut-être, des fois, on va consommer un peu plus de glucides après parce que ça va être proportionnel à la dépense énergétique puis à l'utilisation des glucides pendant l'effort. Tu sais, quelqu'un qui va sortir, qui va faire un critérium 90 km dans le tapis à vélo, les réserves de glycogène vont être grandement hypothéquées. Fait que là, il va y avoir une supplémentation en créatine, ça peut être intéressant, mais ça va s'inscrire dans le protocole de récupération, c'est le dosage en glucides qui va changer, mais j'ai pas vu de différence là, en termes de dosage là, pour ceux qui vont faire ces entraînements concomitants ou juste cardio ou juste muscu. La seule chose à considérer, là, c'est le gabarit, puis un petit peu la composition corporelle, là, mais somme toute, plus on est costaud, plus on est corpulent, ben, plus on peut se permettre peut-être d'en consommer un petit peu plus, en prenant pour acquis que le fait qu'on est costaud, corpulent, c'est de la masse musculaire qu'on a de plus. Et ça va être un peu plus pertinent pour la phase de maintien. Donc, essayer d'aller chercher une valeur plus proche, mettons, d'un 10 grammes. Même dans certains cas, il y en a qui vont monter à 12, 15 grammes en phase de maintien. J'ai en tête là, des joueurs de rugby là, qui consommaient ça. Ça peut être intéressant versus les gens de plus petits gabarits vont en avoir besoin peut-être un petit peu moins. Good. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en lisant pour la préparation du podcast, j'ai réalisé que c'est quelque chose, la créatine, c'est pas mal plus complexe, là, l'effet neuroprotecteur pour prévenir la dégénérescence en termes de maladies mentales, de récupération. J'ai fait comme wow! Et ça m'a permis de me retaper aussi là, tout ce qui est la navette créatine, la relation créatine-phosphate, etc. Xavier, ouais, en triathlon, je te dirais, moi je garderais phase de remplissage, même chose, maintien pour. Moi, c'est ce que je fais là, avec des athlètes en triathlon. Puis ce qu'on va faire, c'est. La seule exception que je fais, c'est que je vais couper, dans le fond, la phase de maintien, peut-être à mi-chemin dans la semaine pré-compétition. Puis je vais commencer à augmenter les apports en glucides là, pour faire une super compensation en glycogène là, dans les 2 à 3 jours précédant la compétition. Je fais juste réduire par précaution la créatine pour éviter peut-être un stockage un peu trop important en eau, surtout pour triathlon. Donc je ne parle pas Ironman et compagnie, où est-ce que là, ça serait différent, là, mais lorsque c'est un petit peu plus court. Good.
Ben, écoutez, si tout se passe bien, on se revoit la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes spéciales, suggestions, etc. C'est toujours apprécié, ça m'aide à m'orienter. Puis, ben, je vais vous souhaiter une excellente soirée, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.